Hello everybody, welcome to the SOS Ciné News Show. Bonjour, aujourd'hui on va parler d'Atomos avec le Ninja 5 Plus, le Ninja 5 Plus Pro Kit, le Ninja Stream. Wouh, je suis arrivé. Je vous ai aussi déniché quelques optiques qui valent le détour, vous m'en direz des nouvelles. Je vous ferai un cours magistral sur l'histoire de l'image. L'image analogique, l'image chimique, l'image numérique en plusieurs parties. Cette vidéo, ça sera la première partie, mais tout de suite on commence avec l'intro et quelques brefs de comptoir. Peut-être avez-vous entendu parler du Zeiss ZX1. Le ZX1, c'est un appareil qui embarque Lightroom directement dans son OS. Un petit peu comme un téléphone qui prend des photos, sauf que là, c'est un appareil photo qui embarque des apps. C'est différent. Ça vaut aussi 1000 balles. Ça marche pas très bien, et là, ils viennent de le mettre à jour, puisque ils ont débloqué la F pour 6000 boules. Un appareil photo à capteur 1 pouce avec un objectif qui n'est pas interchangeable. Pas sûr que ça marche. Canon fait une déclaration en expliquant que le marché de la caméra commence à arriver à saturation. Alors je sais pas trop ce qu'ils essaient de nous expliquer en nous faisant de telles déclarations. Peut-être qu'ils essayent de dire aux petits copains arrêtez de produire des caméras, laissez-nous faire. Mais bon, nous dire que ça arrive à un point de saturation, on le savait. Hein, on ne peut avoir qu'une seule caméra, sauf quand on est loueur et qu'on les loue toutes. Des rumeurs chez Panasonic puisque cela fait plusieurs jours que je suis l'actualité. Un nouveau GH5 Mark II devrait faire son annonce imminente, incessamment sous peu. Il y avait une première capture d'écran qui nous promettait une conférence le 17 mai qui a été repoussée au 25 mai. Est-ce du lard? Est-ce du cochon? Je vous dis à la semaine prochaine pour le savoir. On va parler maintenant d'Atomos qui sort 3 nouveaux produits, l'Atomos 5 Plus, l'Atomos 5 Plus Pro Kit et l'Atomos Stream. Ils ont fait plusieurs conférences pour déballer le sujet, notamment une qui m'a marqué, celle où ils utilisent l'Atomos 5 Plus Pro Kit avec la FX6 pour faire de la 4K à 100 images par seconde. Et le live était un petit peu comme ça. Yes, I went to the valley to shoot beautiful shots. Oh, the color of the leaf looks amazing. Yes, we shoot 4K with 100 FPS. Oh, you must be excited. Indeed, the sun was beautiful in this valley, and I could unleash my creativity. Ooh, with the Atomos product? Yes, with the Atomos product. Loin de moi l'idée de critiquer ces produits. Je suis un fan de la première heure du Ninja 5. Je trouve que le produit est absolument fantastique. Je parle du Ninja 5 premier du nom, un moniteur enregistreur qui embarque toutes ces fonctionnalités professionnelles, le waveform, le false color, la possibilité de mettre des luttes, l'intégration des logarithmes gamma directement par marque, c'est vraiment un outil formidable. Et le Ninja Plus, son successeur, va permettre d'aller encore plus loin puisque l'intégration du ProRes RAW et du H265 va nous permettre de filmer jusqu'en 8K et 4K 100 images par seconde avec les caméras qui sont compatible. De plus, je porte un regard admiratif sur la firme Atomos qui a su être à l'avant-garde des technologies de codec en s'associant avec Apple afin de permettre d'avoir accès au ProRes sur les caméras grand public. Et vous le savez, j'ai été un pourfendeur de l'utilisation du Ninja 5 avec le Nikon Z6 et la possibilité de filmer en ProRes RAW malgré le fait que certains logiciels comme DaVinci ne permettent pas la décompression des codecs en natif. Fun fact, sur la vidéo, d'ailleurs, on le voit étalonné sur DaVinci du ProRes. Bon. Je suis dans les starting blocks, dans les précommandes pour recevoir des Ninja 5 Plus Pro Kit. Et ne vous inquiétez pas, dès que ça sera en stock, je vous ferai une petite vidéo sur le sujet. On va parler un petit peu optique avec Canon qui se sent là nostalgique puisqu'ils ont envie de remettre au goût du jour une optique qui n'a pas franchement connu un succès dithyrambique. Il s'agit de l'objectif à miroir. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un objectif à miroir, eh bien c'est un système optique à base de miroirs qui permettent de simuler des ultra focales, hein, des très grandes focales, genre 500, 800, 1500 mm, pour pas cher. Le problème de ce système, et là c'est que c'est de la merde. Tout de suite. Mais non, c'est pas de la merde. C'est juste, voilà, le bokeh est un petit peu bizarre, le piqué de l'image, bon, voilà, faut pas trop bouger avec parce que voilà, c'est un miroir. Comment te dire poliment? Si on n'en produit plus depuis 10 ans, c'est qu'il y a une raison. Tout ça étant dit,
Canon est en train de déposer des brevets pour mettre des objectifs à miroir sur sa monture RF. Marchera, marchera pas. Je laisse l'histoire et surtout vous, chers consommateurs, en décider. Toujours chez Canon, rumeur ou réalité, ils ont décidé de nous lâcher un petit 60 mm f1. C'est la mode des ouvertures ultra rapides. TT Artisan a lancé la course avec leur line-up 0,95. Bien sûr, il y a plusieurs gammes d'objectifs dans les objectifs ultra rapides. Je pense notamment au Leica 0,95 ou plus proche de nous, le Noct 0,95 de chez Nikon pour leur monture Z, qui sont des objectifs somptueux avec un bokeh crémeux, une espèce de mapping de ton uniforme, quelque chose de doux mais de net. J'aime bien quand ça croustille. Sans coating contrasté que l'on peut retrouver chez des concurrents. Je pense aussi aux séries de Voigtlander et notamment au f1.2 60 mm en monture Sony full frame disponible chez SOS Ciné depuis ce matin. Le placement produit, le placement produit, le placement produit, le placement produit. Canon développe aussi tout un line-up de séries d'optiques pour le cinéma en monture RF, ce qui va ravir les possesseurs de Komodo. Pour rappel, la Komodo, c'est un petit peu la Red low cost, la crash cam du chef opérateur en monture RF, capteur APS-C, global shutter pour 6 000 $, disponible chez TRM. 6 000 boules, la petite crash cam, on est bien là. Autre news dans le monde des optiques cinéma, c'est une marque moins connue qui s'appelle Meike, qui est connue pour des séries d'optiques micro 4 tiers extrêmement bien conçues. Si vous cherchez des bonnes optiques pas chères pour du micro 4 tiers, les Meike sont formidables. Construits tout en aluminium avec un tirage de points long comme on aime avoir dans le cinéma afin d'avoir des bokehs crémeux et peu d'effets de pompage, Meike est en train de mettre au point un 85 mm T2.1. Le site News Shooter a pu tester cette optique en exclusivité. Et vous savez pourquoi ils ont pu tester cette optique en exclusivité, News Shooter? Parce qu'ils ont plus d'abonnés que nous, parce qu'ils ont plus de likes que nous et qu'ils ont plus de vues que nous. Alors du coup, les marques, elles leur envoient les trucs et moi, je suis obligé de mater leur review à eux et ensuite de vous les diffuser à eux et de les traduire en français, tout ça, parce que j'ai pas suffisamment de pouces bleus sur mes vidéos. Et voilà. On vous met quelques extraits des tests réalisés par News Shooter. On voit d'abord l'effet de pompage qui est quasiment absent de l'optique. Alors, avoir du pompage ou ne pas avoir du pompage, telle est la question. C'est un choix artistique. Il est vrai que c'est beaucoup plus simple de ne pas avoir de pompage pour avoir des cadres qui sont beaucoup plus précis, à savoir que l'effet de pompage, c'est cet effet de zoom que l'on peut retrouver dans l'optique lorsqu'on effectue de la mise au point, très présent notamment sur les optiques vintage et sur les optiques photo de manière générale. En ce qui concerne la qualité optique du Meike, vous pouvez voir qu'il y a de l'aberration un petit peu partout. C'est la Java de l'aberration. On y va, on en met dans les bokehs, on en met sur les côtés et on en met surtout au centre de l'optique. Alors le truc de l'aberration, c'est que ça va donner un style vintage à votre image. Alors on aimera pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans un esthétisme de l'ultra clean, que les fabricants nous offrent des coatings de plus en plus micro-contrastés, qui nous donnent des piqués de plus en plus précis, afin de percevoir les points noirs sur le nez des personnes que vous êtes en train d'interviewer. On n'aimera pas, ça je vous laisse évidemment en décider, c'est pas à moi de faire des choix artistiques à votre place. Je ne suis que l'humble serviteur qui vous apporte les infos, touchez ma bosse, monseigneur. En revanche, son prix est annoncé à 968 $. Et là, je trouve que c'est pas mal. C'est fort, c'est cool. Moi j'aime bien, j'ai envie d'en acheter. Mike, appelle-moi. Je suis creepy un peu comme mec. Hein. Ouais, je suis un peu creepy quand même. Creepy. On avait dit moins de blagues. Voilà, tous les commentaires qui me demandent de faire moins d'humour. J'essaye. Faut comprendre qu'en fait, je suis extrêmement stressé quand je fais ça. J'ai peur de dire des conneries. Je suis en freestyle complexe. C'est un exercice qui est très compliqué et que ça me détend. Voilà, ça me permet de lâcher prise. On va parler un petit peu maintenant de zoom avec Tokina. Tokina est connu du grand public pour ses zooms très grand angle, par exemple le 11-16 T2.8 à couverture de capteur Super 35. Couverture de capteur Super 35, ça veut dire que la couverture de l'optique ne permet pas de s'adapter sur du 24-36. Vous savez, les capteurs plein format des Nikon Z6, des Alpha 7S3, des Lumix Panasonic S1, S1H, j'en passe et des meilleurs. Mais ils ont aussi une division pro avec un line-up d'optique cinéma. Et
Je dois dire que malheureusement, en France, tout du moins, la line-up des objectifs Tokina n'a jamais vraiment trouvé son public ni s'est imposée chez les loueurs. Trop lourd, trop gros, trop piqué, trop sharp, il me rappelait un petit peu la série des Sony Ciné-Alta qui s'est éteint depuis Petit Ange, parti trop tôt. En tout cas, ils reviennent en force avec un 25-75 T2.9 dont voici quelques images. Ce que je reproche à ces images, c'est qu'on ne connaît pas la part de post-production et la part de l'optique. En tout cas, je trouve l'image très propre. J'aime beaucoup l'allure globale de ce que je suis en train de regarder. Je trouve ça doux. Je trouve que l'image est rassurante, chaleureuse. J'ai envie de me noyer avec eux dans le papier peint. Pour ceux qui veulent s'équiper d'optiques à petit budget, je vais vous parler de la marque Viltrox. Viltrox, c'est une marque que je n'apprécie pas particulièrement. On a loué des moniteurs Viltrox, on a loué des bagues Viltrox, et la qualité de fabrication de ce matériel est tout simplement pas fait pour le marché de la location. À tel point que la chauffe des bagues dans un usage intensif les faisait fondre. C'est-à-dire que les clients rentraient de tournage, la bague, elle avait fondu avec l'optique. Voilà. Bon. Cela étant dit, peut-être que certains d'entre vous possèdent des bagues Viltrox pour adapter des objectifs Canon sur des montures micro 4 tiers et que vous en êtes très content. Tant mieux pour vous. J'arrête de tourner autour du pot, ils ont annoncé une gamme complète d'objectifs pour monture Z, une gamme d'objectifs prime avec autofocus. Alors, je vous avoue, je les testerai pas. Ah. Soyons clairs, ça ne m'intéresse pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est que d'autres constructeurs commencent à sortir des objectifs en monture Z, prouvant que la monture Z est en train de trouver son public et que les fournisseurs jugent qu'il y a un marché suffisant pour sortir de l'optique. Voilà. Souvent, on tape comme ça sur la gueule de Nikon, et bah, quand il y a des choses positives, eh bien, il faut le dire aussi. On va parler maintenant un petit peu d'objectifs anamorphiques et d'anamorphiques low cost, puisque Vazen nous sort un 50 mm pour full frame. Vazen était connu d'abord pour une série d'optiques anamorphiques pour monture micro 4 tiers. Et voilà qu'ils nous sortent un full frame sous la barre des 6 000 $. Non mais voilà, non mais j'ai dit low cost, je dis 6 000 $ dans la même phrase. Et là vous dites, mais putain, non mais mec, atterris sur terre frérot, 6 000 $, c'est beaucoup d'oseille. Alors dans le monde de l'anamorphique, pas des masses en fait, c'est plutôt même, il n'y a pas son pareil. Alors il y a une autre marque, je dis marque entre guillemets, je pense au Siriui. Ces espèces d'objectifs là à 500-600 balles qui prétendent faire de l'anamorphique, il faut le dire vite et à l'envers. Mais non, on n'est pas du tout dans la même classe d'optique. Là, on s'approche un petit peu plus de l'orfèvrerie. On est sur une optique qui pèse son poids, avec une qualité de construction qui est au rendez-vous. Et d'ailleurs, si vous avez envie de tester de l'anamorphique pour pas trop cher, que vous avez déjà votre GH1, que vous en ayez pas, je vous invite à venir tester le 40 mm de chez Vazen. Vous allez voir, vous allez être surpris. Hein. Et c'est un petit peu tout pour ces news. Et maintenant, place à un petit peu d'histoire. Parce qu'on est là, on gambade avec nos capteurs, on appuie sur REC et ça marche et on est content. Mais on se pose pas la question de savoir pourquoi un full frame, on appelle ça un 35 mm, et la différence entre le full frame et le Super 35. Et pourquoi nos capteurs ont des tailles de 24-36 avec des ratios de 3,5 alors qu'on normalement, lorsqu'on le met en mode vidéo, on filme en 16/9. Pourquoi c'est comme ça? Et pour ça, il faut comprendre l'histoire de l'image, du cinéma et de l'audiovisuel. 1889, il y a déjà 2 siècles. Deux Gus, John Carbut et George Eastman fondent Kodak. Ouais ma gueule. À l'époque, on prend des photos avec des plaques. Et eux décident de produire un film souple photosensible sous la forme d'une bobine de 70 mm. 70 mm, ça vous rappelle peut-être le format de l'IMAX. Tout est lié. Mais vous imaginez, il y a 2 siècles et cela va déterminer pratiquement tous les formats qui vont en découler. C'est incroyable. This is blowing my mind. Avec l'apparition du film, il y a des inventeurs qui se demandent si le fait de prendre plusieurs images de manière très rapide ne pourrait pas simuler l'impression du mouvement. Alors on se met à inventer des appareils photo à manivelle que l'on appellera caméra, afin de pouvoir comme ça tourner la bobine et prendre plusieurs photos par seconde. Mais ces explorateurs de l'image animée se confrontent à plusieurs problématiques. D'abord, 70 mm c'est grand et donc il faut construire des boîtiers avec des grosses manivelles. C'est lourd à porter, c'est compliqué. Et en plus de ça, un film de 70 mm, c'est fragile, ça se déchire tout le temps. Alors, ils ont l'idée de le plier en 2.
Faites les maths. Ouais. 70 mm divisé par 2, ça fait 35. Et à ce petit jeu-là, c'est Edison. Le mec est sur tous les coups. Il est sur le coup de la lumière, de l'électricité. Il est partout, le mec. Et William Kennedy Dixon, qui déposeront un brevet pour un film de 35 mm à 4 perforations et au défilement vertical. Parce qu'il y a plein de mecs qui ont essayé, il y a eu de l'horizontal, il y a eu du vertical, voilà, c'est le vertical qui est resté, c'était plus simple que de faire défiler des trucs comme ça, que de les faire défiler comme ça, voilà, c'est comme ça. Le film perforé de Dixon et d'Edison laisse un rapport d'image sur la pellicule de 35 mm de 18 x 22. 18 mm de haut sur 22 mm de large. Et c'est intéressant parce que 18 mm de haut sur 22 mm de large, et ben en fait c'est du 4/3. Tout simplement. C'est un format d'un ratio 1/33e. 24 divisé par 18 égale 1/33. C'est comme ça qu'on calcule les ratios. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête et d'avoir fait mathsup, mathspé. Tu prends la largeur divisée par la hauteur et ça te donne le ratio d'image. 1/33, c'est le 4/3 d'un carré. Puis progressivement arrive le cinéma parlant. Alors qu'est-ce que c'est le cinéma parlant? Eh bien c'est tout simplement l'ajout d'une bande sonore sur le côté de la pellicule. Et cet ajout de bande sonore va obliger un décalement du groupe optique. Oui, c'est plus simple d'avoir la même machine et de décaler le groupe optique sur la même pellicule que de devoir réimplémenter, refabriquer des caméras, refabriquer des projecteurs parce qu'on a changé le format de la pellicule. L'ajout du son va donc engendrer un nouveau ratio qu'on appellera le format académique qui s'imposera jusque dans les années 50. Il s'agit du ratio 1/37e. On est quand même très proche du 4/3. Et d'ailleurs, le 4/3, c'est le format dont va s'inspirer la télévision pour normer son image. Jusque dans les années 90, les télévisions seront au format 4/3. Et jusque dans les années 50, apogée du format académique, la télé va progressivement commencer à s'imposer dans les foyers. On sort de la guerre, on vient de passer des périodes difficiles, le plan Marshall est à son apogée en Europe, on invente le crédit, les constructeurs commencent à inonder le marché et tout le monde a envie d'avoir son poste de télévision. La télévision explose et fait peur au cinéma. Les producteurs de films se demandent si les gens ne vont pas déserter les salles pour rester tranquillement au chaud avec son petit plateau repas. De son côté, elle, la télé, est obligée de s'organiser et de se normer. Normer, c'est important. Imaginez qu'on vive dans un monde où le papier n'est pas normé, où chaque constructeur d'imprimante aurait un format de papier qui lui est propre et qui ne marcherait pas avec l'imprimante du copain. Mais alors, bien sûr que j'imagine que c'est le fantasme du PDG de HP, mais heureusement pour nous, on vit dans un monde de normes où il y a du A4, il y a du A3, il y a du A2, voilà, c'est bien carré, les choses sont bien rangées, les fenêtres sont fermées et c'est en rang 2 par 2 dans la classe et je veux du silence. Pour la télévision, on va trouver 3 grandes normes qui domineront la planète jusqu'aux années 2000. Le PAL, le NTSC et le SECAM. En ce qui concerne le PAL-SECAM d'un côté et le NTSC de l'autre, il y a un rapport direct avec la fréquence du réseau électrique. Aux États-Unis, ils sont en 60 Hz, du coup, c'est de l'NTSC, et en Europe, on est sur du 50 Hz, donc du PAL-SECAM. En France, on est sur du SECAM parce qu'en France, on fait les choses un petit peu différemment que les copains et qu'on a pensé que ça serait une bonne idée de développer notre propre norme afin de dominer le monde. Ça n'a pas marché. Je vous spoil la fin, ça n'a pas vraiment fonctionné. Le SECAM, ça a été uniquement disponible en France, un petit peu en Suisse, un petit peu en Belgique pour ceux qui voulaient capter France 2, mais ça s'est arrêté là. Donc je ne vais pas rentrer dans la complexité des calculs d'ohm et des mesures hertziennes et de la diffusion de la longueur d'onde. Je vais vous schématiser en vous disant simplement qu'on va utiliser un procédé qu'on appelle le entrelacé afin de produire une demi-image par hertz, ce qui donnera en France sur 50 Hz 25 images par seconde. 50 demi-images produites égale 25 images complètes par seconde. Et aux États-Unis, 60 Hz donnera 30 images par seconde. Et encore aujourd'hui, dans nos caméras, c'est ce qu'on trouve malgré le fait que ça marche plus du tout comme ça. Mais les noms sont restés. Et ça, c'est beau l'histoire. On découvrira aussi les principes de chrominance et de luminance qui poseront les bases des futurs JPEG, MP4, mais tout ça, c'est une autre histoire. En revanche, ce que je peux dire, c'est qu'en France, avec notre SECAM et nos 625 lignes, on était plus performants que les Américains avec leur NTSC et leurs 525 lignes. Voilà. Je dis ça, je dis rien. On ne s'est pas imposé, mais on avait un bon produit. Et c'est ça qui compte.
Pour rappel, la TV qui était à ses débuts en noir et blanc, afin de s'imposer, avait un format d'image qui se rapprochait de celui du cinéma, le 4/3. Lorsqu'on est passé au format couleur, afin de pouvoir permettre à ceux qui étaient en noir et blanc de suivre les émissions en couleur, eh bien on n'a pas changé de format. Cela est dû aussi aux restrictions technologiques de l'utilisation des normes PAL, NTSC et SECAM. Le format d'image 4/3 restera à la télévision, et ce, jusque dans les années 90, jusqu'à l'invention du Super SECAM qui a permis d'élargir le format jusqu'au 16/9. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que les producteurs de cinéma, dans leur coin, voyant les téléviseurs s'imposer un petit peu partout, se sont dit « Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les gens vont continuer à aller en salle? Et comment on va faire pour pouvoir les garder ?» Et ils vont donc changer le ratio d'image. Alors il y a plusieurs méthodes pour changer le ratio d'image. De son côté, la 20th Century Fox est en train de développer un système d'optique qui lui permettra d'utiliser les mêmes tailles de pellicule, ainsi ne pas changer les caméras, ne pas changer les rétroprojecteurs et ne pas changer tout le parc de matériel, juste à changer la taille des écrans, par un principe optique connu depuis le 15e siècle, le principe d'anamorphose. Pour obtenir l'anamorphose, cette compression de la lumière et donc une compression de l'image qui s'imprime sur la pellicule, on va placer une lentille de forme ovale devant l'objectif, ce qui va avoir, comme je l'ai dit précédemment, l'effet de compresser l'image, un petit peu comme pourrait le faire un miroir déformant. Et le principe s'inverse à la diffusion, simplement par le même principe optique de décompresser le signal. C'est l'apparition de ce qui va poser les bases du cinémascope, du 2/35e, ça va tout changer. Le cinéma va sortir du format 4/3 et va proposer une expérience beaucoup plus immersive et beaucoup plus impressionnante. Alors, ce qui est rigolo dans ce que je viens de dire, c'est que l'anamorphique, les objectifs anamorphiques ont été développés par les studios dans un souci budgétaire. Sachant que maintenant des optiques anamorphiques de qualité, ça vaut 25-30 000 balles, ouais, ça me fait sourire. Voilà. J'espère que ce news show et ce format vous aura plu. Je vous laisse dans les commentaires me dire un petit peu ce que vous en avez pensé. On se revoit la semaine prochaine pour une deuxième partie. Je vais continuer l'histoire de l'image. Et d'ici là, portez-vous bien et j'espère vous croiser chez SOS Ciné pour vos projets vidéo.